Ok, on continue la section 1.9 sur les ondes sinusoïdales progressives. Donc, imaginons la situation suivante. Voyez, on a une corde ici, on a une main, et là, la main a fait des oscillations de haut en bas, comme ceci, ce qui va générer une onde sinusoïdale progressive sur la corde. On voit qu'une onde progressive en forme de sinus se propage dans la corde vers la droite. Toutes les particules de la corde oscillent de haut en bas et de bas en haut en effectuant un mouvement harmonique simple, MHS. Donc, autrement dit, si on suit la particule jaune, mettons, de la corde ici, alors cette particule-là va faire un mouvement harmonique simple, donc un mouvement d'aller-retour de haut en bas vertical. Donc, la position d'une particule de la corde en fonction du temps est y de t égale à a sin de oméga t. C'est l'équation du mouvement harmonique simple. D'autre part, si on prend une photo de la corde à un instant précis, donc mettons, comme c'est représenté sur la figure ici, à un moment précis, on prend une photo et là, on a une périodicité qui est spatiale qui est démontrée. Donc, on voit que la corde, à un instant donné, est aussi un sinus. Et si on veut décrire cette fonction-là dans l'espace, alors à ce moment-là, on va décrire ça comme étant y de x. Vous voyez, tantôt c'était une fonction du temps, là c'est une fonction de la position x, parce qu'on a figé le temps, vous voyez, on a figé le temps à t égale 0, on a figé le temps, et là on fait juste décrire la périodicité spatiale de l'onde. Donc le fait que, même à un moment précis, ben, la forme de la corde est en forme de sinus. Donc, si on décrit cette forme-là, on va avoir une amplitude égale à A fois sinus de Kx. Donc, en fait, c'est un sinus qui dépend de x, mais ça prend en général un facteur qui va se multiplier ici, parce que ce ne sera pas nécessairement sinus de x, ça va dépendre de la longueur d'onde de la corde. Donc, en général, pour pouvoir permettre d'avoir différentes longueurs d'onde, il faut avoir un facteur k ici qui va se multiplier le x. K est appelé la constante, pardon, le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes. Donc, le K, c'est ce qui exprime la périodicité spatiale de l'onde. Euh, donc, autrement dit, il faut bien comprendre la distinction entre les deux situations. Ici, c'était juste, on étudiait la périodicité temporelle, c'est-à-dire, on laissait le temps agir. Alors, quand le temps, quand le temps progresse, la particule P fait un mouvement harmonique simple. Fait qu'autrement dit, on parle pas, on regarde pas la forme de la corde, là. On fait juste regarder le mouvement du point P. Le point P décrit un mouvement harmonique simple, un mouvement oscillatoire de haut en bas, de bas en haut. Et ce mouvement-là va être décrit par cette formule-là, par cette fonction-là. Donc, la position Y, en fonction du temps du point P, va être l'amplitude du mouvement A fois un sinus qui dépend du temps. Okay? Donc, c'est le mouvement du point P en fonction du temps, c'est une fonction sinus, parce que c'est un mouvement harmonique simple. Ça, c'est la périodicité temporelle de l'onde. C'est le fait que dans le temps, si on suit une particule, ça décrit un sinus si on regarde sa position en fonction du temps. C'est un mouvement harmonique simple. Donc, section 1.1, comme on a vu, c'est donc décrit par un sinus, la position en fonction du temps. Tandis que dans la deuxième situation, ici, on a regardé la périodicité spatiale de l'onde. Là, on a figé le temps. Contrairement à tout à l'heure, tantôt, on regardait au fil du temps qu'est-ce qui se passe, tandis que là, ici, on fige le temps et on fait juste regarder l'onde à un certain moment et on voit qu'elle est en forme de sinus. On décrit sa forme comme étant une certaine amplitude, ici A fois Kx, parce que c'est une fonction de x. Et ça décrit en quelque sorte la photo de l'onde à un temps précis, c'est-à-dire au temps t égale 0 dans ce cas-ci. Donc, on a comme les deux morceaux du puzzle, en fait, qui sont là. On a ce morceau ici et on a ce morceau ici. Ce qui reste à faire maintenant, c'est à mettre les deux morceaux du puzzle ensemble. La distance parcourue par l'onde en un cycle, alors ça s'appelle la longueur d'onde. Symbole lambda, on avait déjà vu ça. Donc, rappelez-vous ici ce symbole-là, là,
c'est lambda, la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, ça correspond à la distance entre deux pics successifs. Donc, par exemple, si vous avez la distance entre ici et là, ça, c'est la longueur d'onde lambda. Okay? On pourrait dire aussi en deux creux successifs, évidemment, ça va être la même longueur d'onde. Ou comme c'est représenté sur le dessin, mettons, entre ici et là, ben, c'est aussi la même longueur d'onde. Okay? Donc, peu importe, là, c'est la distance pour faire un cycle, c'est une longueur d'onde. Donc, puisque la position en fonction du temps égale A sin kx, on a avancé d'un cycle, dans le fond, si la phase, rappelez-vous, la phase, c'est l'argument du sinus, mais juste refaire un petit rappel, la phase, c'est l'endroit où on est rendu dans le sinus. Donc, phase 0, donc ça, c'est la fonction y égale sin x. La phase 0, c'est au début du cycle. Phase pi sur 2, c'est au quart du cycle. Phase pi, on a fait la moitié d'un cycle. 3 pi sur 2, on a fait le 3 quarts d'un cycle. 2 pi, on a fait un cycle complet. Juste pour qu'on se rappelle c'est quoi la phase. Donc là, dans le fond, si on a fait un cycle complet, remarquez ici, si on a parcouru un cycle complet, si on avance d'un cycle complet, ça veut dire qu'on a avancé d'une phase de 2 pi. OK? Donc, si on décale de 1 cycle, ça veut dire qu'on décale d'une phase de 2 pi. Donc, si on vient ici, donc, on va avoir avancé d'un cycle si, dans le fond, k fois delta x est égal à 2 pi. Autrement dit, si on a la variation, dans le fond, k fois delta x, c'est la variation de phase. K fois x, c'est la phase. Mais si on prend k, c'est une constante. Fait que si on a avancé d'une certaine distance delta x, ça nous donne la variation de phase qu'on a eue. Fait que si la variation de phase en deux points sur l'onde est égale à 2 pi, okay, autrement dit, la différence de phase entre le premier point et le deuxième point, donc si la différence de phase est égale à 2 pi, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a fait un cycle. On va avoir avancé d'un cycle si x a avancé d'une longueur d'onde. Okay? C'est ça la définition. Si on a avancé d'une longueur d'onde, ça veut dire qu'on a avancé d'un cycle. Par définition de la longueur d'onde. Donc, delta x égale à lambda. Donc, autrement dit, si on met les deux pièces du puzzle ensemble, ça veut dire que si on a avancé d'un cycle, ça veut dire que la phase a changé d'un facteur k fois lambda. Et si on a avancé d'un cycle, ça veut dire qu'on a avancé de 2 pi rad. Donc, k lambda égale 2 pi. Donc, ça me permet d'aller isoler mon facteur k. K va être égal à 2 pi sur lambda. À ce stade-ci, je voudrais juste faire une petite comparaison avec un autre paramètre qu'on avait déjà vu, c'est la fréquence angulaire ou la pulsation oméga égale à 2 pi sur t. Donc, ça, on l'avait déjà vu à la section 2.1. Ceci exprime la périodicité temporelle d'un mouvement harmonique simple, tandis que ceci exprime la périodicité spatiale d'une onde. Donc, c'est un peu le même concept. Autrement dit, on prend 2π divisé par la longueur d'onde. Donc, on obtient des rads par mètre. Ça veut dire, dans le fond, que si vous regardez votre photo, le K, ce qui veut dire, c'est à chaque mètre que vous parcourez sur l'onde, de combien de phases avez-vous avancé? C'est ça, finalement. Donc, si, mettons, vous avez parcouru, vous parcourez 2 mètres sur l'onde. Donc, admettons, vous partez d'ici, vous parcourez 2 mètres sur l'onde, vous êtes rendu là. De combien de phases vous avez avancé? Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai un nombre d'ondes K égal à 3 rads par mètre, ça veut dire que quand je regarde ma photo, à chaque mètre que j'avance sur l'onde, j'ai avancé de 3 rads dans la phase. Puis quand vous dites, ah, ça veut dire quoi 3 rads?
ben, il faut toujours se rappeler ça. Il faut toujours se rappeler que 2π rad correspond à un cycle. OK? Donc, autrement dit, on peut, pour savoir ça correspond à quoi, ça correspondra à quoi un avancement de 3 rads de phase, on aurait juste à faire une règle de 3. Fait qu'on pourrait dire, mettons, 3 rads correspond à combien de cycles, sachant que 2π rad correspond à un cycle. Donc, à partir de ça, on pourrait dire que on pourrait faire 1 fois 3 divisé par 2π cycle. Ça équivaut à 3 rads. Juste une petite règle de 3, là. Donc, j'ai fait 1 fois 3 divisé par 2π. Ça va donner le nombre de cycles. Donc, autrement dit, 3 rads, si vous vous demandez c'est quoi ce 3 rads de phase, ben, faites le calcul. Ça fait 3 sur 2π cycles. Donc, ça donne fait qu'il y a toujours une équivalence entre un avancement en phase, c'est-à-dire en rad, et de quelle fraction d'un cycle j'ai avancé. Toujours en se remémorant la clé que 2π rad correspond à un cycle. Donc, autrement dit, le nombre d'ondes, ça dit à quel point on avance vite dans les phases pour chaque mètre parcouru. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, pour chaque mètre que j'avance sur la photo, à partir de, mettons, de mon point de départ ici, mais pour chaque mètre que j'avance, ma phase a augmenté de 3 rads. Donc, c'est ça le nombre d'ondes. C'est un petit peu plus peut-être abstrait à comprendre que la fréquence angulaire oméga, mais c'est vraiment analogue. Donc, je répète, le K, c'est ce qui mesure, c'est ce qui définit la périodicité spatiale de l'onde. C'est à quel point est-ce que j'avance rapidement dans ma phase spatialement, c'est-à-dire par unité de distance, par unité de longueur. Tandis que ici, c'est à quel point j'avance vite dans ma phase, mais par unité de temps. C'est ça la différence. Donc, les oméga, c'était en rad par seconde, tandis que le K, c'est en rad par mètre. Donc, je sais que c'est un peu abstrait tout ça, mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre tous les liens. Il y a beaucoup de liens à faire, là. Ça va vous venir progressivement, j'en suis convaincu. Donc, on arrive ici, on dit en une période T, on avance d'une distance lambda, on avance d'une longueur d'onde. Donc, autrement dit, en un cycle, j'avance d'une longueur d'onde. Donc, la vitesse d'une onde, c'est toujours un certain déplacement pour un certain intervalle de temps. Donc, si on applique cette équation-là pour un cycle précisément, ben en un cycle, l'avancement de l'onde est une longueur d'onde. Puis, le temps écoulé, c'est une période par définition. Donc, V égale à lambda sur T. Lambda sur la période. Puisque F est égal à 1 sur T, je peux remplacer ici l'équation. Donc, je peux remplacer ça par lambda F. C'est une expression qui est totalement équivalente pour calculer la vitesse d'une onde. Et aussi, il y a une dernière chose une dernière expression qu'on peut trouver. C'est qu'on utilise le fait que la fréquence, c'est égal à oméga sur 2π. Et on utilise le fait que K, le nombre d'ondes, est égal à 2π sur la longueur d'onde, ce qui veut dire que la longueur d'onde est égale à 2π sur K. Et là, la vitesse de l'onde est égale à lambda F. C'est ça que j'ai dit ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer lambda par cette expression-là, puis je vais remplacer F par cette expression-là. Ça va donner V est égal à 2π sur K fois oméga sur 2π. Donc, les 2π s'annulent et il reste oméga sur K. Donc, ça, c'est la troisième expression qu'on peut avoir pour trouver la vitesse d'une onde, oméga sur K. Donc, finalement, ce qui est important, c'est ceci. Les trois expressions pour calculer la vitesse d'une onde qui sont évidemment équivalentes. Donc, ce qu'on remarque, c'est que en fait, la vitesse d'une onde, si on regarde cette partie-ci de l'équation, dans le fond, la vitesse d'une onde est à la fois proportionnelle à sa longueur d'onde et à sa fréquence.
Vous rappelez-vous dans la vidéo que je vous avais montré, on va juste la revoir rapidement. On vient de dire, dans le fond, la vitesse d'une onde est proportionnelle à la longueur d'onde et à la fréquence. C'est ça que nous montre l'équation, regardez. Donc, si j'augmente ma longueur d'onde, regardez qu'est-ce que ça fait. Ça va plus vite. Plus j'augmente ma longueur d'onde, plus ça va vite. Puis si j'augmente ma fréquence, ça va encore plus vite. Puis si j'augmente la fréquence au maximum, là, j'ai vraiment la vitesse la plus vite possible. Donc, autrement dit, la vitesse est proportionnelle à la fois à la longueur d'onde et à la fréquence. C'est la même chose qui se produit pour une onde longitudinale d'ailleurs. Donc, si on y va ici, on va commencer à faible longueur d'onde, faible fréquence. Si j'augmente la fréquence, ça va aller plus vite. Plus j'augmente la fréquence, plus ça va vite. Plus l'onde va vite. Et plus j'augmente la longueur d'onde, plus ça va vite aussi. OK, ça c'est la vitesse maximale que je peux simuler ici. Bon, on dit la fréquence f de l'onde dépend uniquement de sa source. Ça c'est vraiment important. Donc, autrement dit, une fois qu'une onde est créée, elle ne change plus de fréquence. Même si elle change de milieu de propagation, elle ne changera pas de fréquence. Même si elle est réfléchie, elle ne changera pas de fréquence. La longueur d'onde lambda, elle, par contre, va dépendre du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, le son voyage considérablement plus vite dans l'eau que dans l'air, mais sa fréquence reste la même si le son passe d'un milieu à l'autre. Okay? Donc, autrement dit, la vitesse de propagation du son ne va pas être la même dans les deux milieux, puis la longueur d'onde ne va pas être la même. Donc, en fait, vu que le son voyage plus vite dans l'eau, ça veut donc dire que sa longueur d'onde est plus grande dans l'eau. Sa longueur d'onde est plus grande dans l'eau que dans l'air. Mais sa fréquence reste la même. La fréquence, elle ne va pas varier en fonction du milieu de propagation. Elle va seulement dépendre de la source qui l'a créée. On va prendre une petite pause ici et on continue après.